Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Profondeur du droit. Profondeur du droit, émission de vulgarisation des sensibilisations au droit, lieu d'expression des hommes de droit, avocats, magistrats, juristes, mais également de tous citoyens, lieu d'analyse, des débats, des réflexions sur des questions touchant au droit, des questions judiciaires, des questions juridiques, pour faire évoluer nos lois. Car les lois sont aussi appelés à évoluer afin de s'adapter aux exigences internationales et aux exigences actuelles. Pour ce soir, nous avons choisi de parler d'une question qui nous intéresse, qui intéresse tout le monde, la question de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est quoi? Pour qui? Et comment fonctionne-t-elle? Voilà tant de questions auxquelles va répondre notre invité de ce soir. Nous allons nous entretenir avec le professeur Eugène Bakama Bopé. Il est en Belgique avec nous. Bonsoir, professeur Eugène Bakama. Bonsoir, madame. Vous êtes docteur en droit de l'Université d'Aix-Marseille en France. Vous êtes professeur visiteur à l'Université protestante de Lubumbashi, président du club des Amis des droits du Congo, et vous êtes membre du groupe d'experts africains sur la justice pénale internationale. Avec vous, donc, nous parlons de la création et du fonctionnement de la Cour pénale internationale. Alors, adopté depuis le 17 juillet 1998 à Rome, le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Et peut-on savoir quels sont les événements qui ont poussé à la création de cette juridiction pénale internationale? Merci beaucoup pour cette question. Pour répondre à celle-ci, il faut remonter dans le temps pour faire un petit rappel historique. Donc, l'idée de création d'une juridiction pénale internationale permanente ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte déjà de 1870 avec Gustave Monnier, qui était l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, et il avait proposé la création d'une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève de 1864. Mais cette proposition s'est évitée à un refus de la plupart des États qui étaient jaloux de leur souveraineté. Donc il a fallu attendre après la Première Guerre mondiale donc pouvoir les allier à travers l'article 227 du traité de Versailles, qui propose la création d'un tribunal spécial pour juger notamment l'ex-empereur allemand Guillaume II. Malheureusement, celui-ci n'a pas abouti parce que Guillaume II s'était réfugié aux Pays-Bas et les Pays-Bas avaient refusé de l'extrader. Ensuite, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, la création des tribunaux militaires internationaux à Nuremberg et à Tokyo pour juger les hauts responsables nazis et japonais. Et donc, à travers cette idée, il y a ensuite, enfin, l'aboutissement avec le processus de Rome en 1998, où les États se sont réunis pour mettre en place la Cour pénale internationale afin de juger les responsables des crimes les plus graves, notamment les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Donc, maintenant, les raisons qui ont poussé les États à mettre en place cette juridiction se trouvent cristallisées dans le paragraphe 5 du préambule du statut de Rome, qui dit que les États étaient déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et à concourir ainsi à la prévention des nouveaux crimes. Voilà. Combien d'États ont-ils ratifié le statut de Rome, donc le statut de la Cour pénale internationale, depuis son entrée, depuis la création donc de la Cour pénale internationale?
Madame, à ce jour, on compte 123 États partis au statut de la Cour pénale internationale. Parmi eux, il y avait 34 États africains. Il y a un État africain qui s'est retiré, notamment le Burundi. Hein, donc, il reste 33 États africains qui font partie du système de Rome. Et la République démocratique du Congo a été le 60e État ayant ratifié le statut de Rome, ce qui a permis à ces statuts d'entrer en vigueur. Tout à l'heure, vous avez évoqué les cas de tribunaux ad hoc qui ont été créés donc dans les événements donc, qui ont précédé donc qui ont poussé à la création d'une cour pénale internationale. Vous avez parlé donc de tribunaux ad hoc tels que le tribunal spécial pour statuer des crimes de masse qui ont été commis dans l'ex-Yougoslavie. Vous avez également évoqué le tribunal, il y a aussi le cas du tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui ont été créés dans l'histoire de la justice internationale. Et quelle est la différence entre ces tribunaux spéciaux et la Cour pénale internationale? Oui, la différence entre ces tribunaux pénaux internationaux et la Cour pénale internationale est d'abord peut-être fait sur divers éléments. Premier élément, c'est au niveau du mode de création. Donc, la Cour pénale internationale est une juridiction permanente, alors que les tribunaux pénaux ad hoc, ce sont des tribunaux qui ont été qui ont été créés pour une durée limitée dans le temps. Deuxième différence, c'est que les tribunaux pénaux internationaux ont une primauté par rapport aux tribunaux nationaux, alors que au niveau de la Cour pénale internationale, les tribunaux nationaux ont la primauté par rapport à la Cour pénale internationale. Un autre élément de différence, c'est par rapport à la participation des victimes. Hein, donc, au niveau des tribunaux pénaux ad hoc, les victimes ont été considérées comme étant des simples témoins, alors qu'au niveau de la CPI, les victimes participent à la procédure et peuvent obtenir réparation. Et enfin, la dernière différence, c'est par rapport à l'obligation de coopérer. Au niveau des tribunaux pénaux ad hoc, tous les États membres des Nations Unies ont l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale, alors qu'au niveau de la CPI, il n'y a que des États qui ont ratifié les statuts de Rome qui ont cette obligation de coopérer. Vous l'avez dit tout à l'heure quand vous parliez des événements toujours qui ont précédé, qui ont conduit à la création, qui ont poussé à la création de cette Cour pénale internationale. Vous avez parlé des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité. Vous avez parlé aussi donc de ces crimes dont de ces crimes-là est compétent quand vous voulez punir ces crimes-là. Donc il fallait créer une juridiction permanente qui pouvait connaître ces crimes-là. Donc c'est le cas de la Cour pénale internationale. Elle est créée, elle a cette compétence-là. Quelles sont les compétences de la Cour pénale internationale? Ok. Pour répondre à la question de la compétence de la Cour, il faut d'abord déterminer. Pour déterminer la compétence de la Cour, il faut dissocier la compétence matérielle et la compétence personnelle de la Cour. S'agissant de la compétence matérielle, donc la Cour est compétente pour les 4 crimes que vous avez évoqués, c'est-à-dire les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. S'agissant de sa compétence personnelle, donc la Cour est compétente pour des crimes qui sont, disons, perpétués ou qui ont été commis par des personnes ayant plus de 18 ans. Donc ça c'est la compétence de la Cour. Et la Cour, pour l'exercice de sa compétence, la Cour doit recevoir un renvoi d'un État, soit un renvoi du Conseil de sécurité ou un renvoi plutôt l'initiative du procureur de la CPI lui-même.
Vous avez parlé tout à l'heure des États qui ont ratifié le statut de Rome depuis son entrée en vigueur, depuis la création de la Cour pénale internationale. Certains États dans le monde ne l'ont pas ratifié. Hein. C'est le cas par exemple des États-Unis, de la Russie, de la Syrie, du Rwanda, qui n'ont jamais ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Et pour ces États, cela veut dire que comme il n'y a pas eu de signature, cela veut dire que pas de signature, pas de responsabilité, pas de poursuites, pas de condamnation de ressortissants de ces États? Pas du tout, madame. Vous savez, d'abord, il faut ajouter sur cette liste la Chine, hein, qui est aussi un des membres permanents du Conseil de sécurité, qui n'a pas ratifié le statut de Rome. Donc, à ce jour, il n'y a que des États membres du Conseil de sécurité qui ont ratifié le statut de la Cour. Donc, la France et le Royaume-Uni. On peut regretter le fait que les grandes puissances, les trois grandes puissances, la Russie, la Chine et les États-Unis, n'ont pas ratifié le statut de Rome. Mais cela n'empêche pas que la Cour peut, dans une certaine mesure, être, disons, compétente pour connaître des crimes, notamment des crimes commis par les ressortissants de ces États, hein, de ces États non partis, dans un territoire d'un État qui a ratifié le statut de Rome. Et par donc, quel mécanisme? C'est l'exemple du cas de l'Afghanistan aujourd'hui. Hein, donc, l'Afghanistan qui est devenu État parti au statut de Rome. Et aujourd'hui, la Cour est en train de connaître une affaire ou une situation en Afghanistan, notamment les prétendus crimes commis par les militaires américains en Afghanistan. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu l'hostilité des États-Unis vis-à-vis de la Cour. Pas plus tard qu'avant-hier, les États-Unis ont décidé des sanctions vis-à-vis des officiels de la Cour pénale internationale. Donc, c'est pour vous dire que même si un État n'a pas ratifié les statuts de Rome, si les ressortissants de ces États non partis commettent des crimes sur le territoire d'un État qui a ratifié les statuts de Rome, la Cour pénale internationale peut poursuivre. Et donc, ces États-là ne sont pas à l'abri des poursuites de la Cour si les ressortissants commettent des crimes sur le territoire d'un État qui a ratifié le statut de Rome. Et c'est pourquoi même les États-Unis ont signé des accords bilatéraux avec certains États pour empêcher que ces États-là puissent envoyer les dossiers à la Cour pénale internationale. Et par quel mécanisme, en ce moment-là, la Cour pénale internationale peut arriver à poursuivre ces ressortissants de pays qui n'ont pas signé? Il faut une autorisation du Conseil de l'ONU, il faut du Conseil de sécurité. Comment ça se passe concrètement? Non, mais sur ces cas-là, donc, étant donné que les crimes sont commis sur le territoire d'un État qui a ratifié le statut de Rome, il y a le principe de la complémentarité qui se pose aussi. Ça veut dire que l'État en question peut renvoyer sa situation vers la Cour pénale internationale si l'État estime qu'il n'a pas la volonté ou il n'a pas le moyen pour poursuivre sur les crimes commis sur son territoire. Il peut demander à la Cour pénale internationale d'intervenir. Et même si l'État ne le fait pas, le procureur lui-même, hein, comme on dit, proprio mutu, peut prendre l'initiative en demandant à la chambre préliminaire l'autorisation de mener des enquêtes sur le territoire d'un État parti au statut de Rome. Mais oui, dans ces cas-là, c'est l'État où les crimes ont été commis fait partie et signataire du statut de Rome. Mais dans le cas où, par exemple, un État qui n'a pas signé le statut de Rome, hein, mais qui commet des crimes, les crimes sont commis sur ton territoire. Comment la Cour pénale internationale peut arriver à poursuivre les leaders, par exemple, de ces États-là, ou bien oui, j'ai compris votre question. En temps de guerre, ou bien, voilà. J'ai compris votre question. Nous sommes dans le cas, par exemple, du Soudan. Vous savez que la Cour pénale internationale a connu la situation, ou est en train de connaître la situation du Soudan. Et le Soudan est un État non parti au statut de Rome. C'est parce que le Conseil de sécurité, je vous ai dit que le Conseil de sécurité peut renvoyer une situation auprès de la Cour pénale internationale. C'était le cas notamment en Libye et au Soudan. Donc, le Conseil de sécurité a estimé, à travers
son pouvoir du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a renvoyé la situation au niveau de la Cour pénale internationale et donc la Cour est compétente pour connaître de ces crimes. Alors, quelle est la procédure de la saisine de la Cour pénale internationale pour un État, par exemple, un État qui se voit les cas de la RDC, hein, on n'allons pas loin le cas de la RDC, pour saisir la Cour pénale internationale face, par exemple, la situation qui est à l'Est. Comment procéder? Oui, mais bon, pour procéder, vous savez, si les crimes se commettent, par exemple, dans un pays donné, prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. D'abord, il y a le principe de la complémentarité qui joue. Ça veut dire que la Cour pénale internationale n'est qu'une juridiction complémentaire. C'est d'abord les tribunaux de cet État-là qui doivent poursuivre. Et ce n'est que si ces tribunaux ou les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité, c'est à ce moment-là que la Cour pénale internationale intervient. Pour le cas du Congo, on est en 2002, avril 2002, le chef de l'État de l'époque, le président Kabila, prend l'initiative de demander au procureur de la Cour pénale internationale de venir enquêter sur des crimes à Ituri. Donc, vous voyez, donc c'est un renvoi d'un État, donc un État qui estime qu'il ne peut pas de lui-même faire justice et sollicite l'appui de la Cour pénale internationale. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la souveraineté des États qui sont donc souverains qui gardent leur souveraineté. Qu'en est-il du principe de la complémentarité devant la Cour pénale internationale? Le principe de la complémentarité est un principe important. Donc, il constitue d'ailleurs la pierre angulaire du statut de Rome, du système de Rome. À Rome, déjà, pour bien expliquer ce principe, il faut revenir à Rome. À Rome, il y avait des tendances. Il y avait d'un côté ceux qui voulaient avoir un procureur indépendant, et de l'autre côté, il y avait ceux qui voulaient sauvegarder à tout prix la souveraineté des États. Hein. Donc, comme vous savez, les États sont toujours jaloux de leur souveraineté. Et le compromis était le principe de complémentarité. Ça veut dire que la Cour n'est compétente que si l'État, les juridictions d'un État n'ont pas la volonté ou la capacité de poursuivre. C'est à ce moment-là que la Cour intervient comme étant une juridiction complémentaire. Donc l'idée ici, c'est d'abord de laisser aux États le soin de rendre justice sur les crimes commis sur leur territoire. Ce n'est que quand ces États-là n'ont pas cette volonté ou n'ont pas la capacité matérielle de le faire, qu'à ce moment-là, on peut intervenir, donc la Cour pénale internationale peut intervenir. Donc c'est ça un peu le sens du principe de complémentarité. Et il faut ajouter aussi qu'au niveau de la CPI, le bureau du procureur a développé ce qu'on appelle le principe de la complémentarité positive, qui veut dire simplement qu'on va aider les États, donc les tribunaux nationaux, à rendre justice. Donc il s'agit ici, l'idée de renforcer les capacités des justices nationales pour faire face aux crimes de masse. Vous savez que si on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, c'est un État post-conflit, un État qui a connu plusieurs guerres ou situations de conflit, et donc on peut s'imaginer que la justice congolaise n'avait pas de moyens pour poursuivre tous les crimes graves commis sur son territoire, et le bureau du procureur peut, à travers ce principe de la complémentarité positive, aider les acteurs judiciaires nationaux à rendre justice. Donc c'est ça un peu le sens du principe de la complémentarité positive. Mais dans la pratique, on voit que ce principe n'est pas bien appliqué. Pourquoi? Parce que la Cour n'a pas aussi assez de moyens pour aider les juridictions nationales. On dit souvent que la Cour, la CPI, n'est pas une agence de développement. Il faut peut-être recourir au soutien des autres États ou des acteurs de la société internationale pour aider les autres États à renforcer leur justice afin de poursuivre les crimes les plus graves commis sur leur territoire. Et vous êtes président donc du club des Amis du droit du Congo. Hein, vous êtes vraiment, vous faites de cours, vous dispensez à travers votre association
des cours intensifs, notamment dans le cas du droit international aussi. Donc, prenons seulement le cas de la RDC, où vous avez mené beaucoup de cours aussi intensifs dans différentes universités. Le cas de la RDC, comment voyez-vous l'avenir quel bilan déjà vous faites de la Cour pénale internationale en tenant compte de cas de la RDC, par exemple à l'Est, la situation à l'Est, et puis de certains pays quand même